Alors, concernant la disparition de Castro, bon, on va pas faire du journalisme critique, on va pas faire de l'écume des choses, on va là encore sur le terrain de la phénoménologie de l'esprit et sur le terrain de la critique radicale telle qu'elle est positionnée par Marx dans l'ensemble de son parcours méthodologique, poser une question de fond derrière l'événement de surface. Alors, Castro, c'est bien évidemment un individu, mais derrière cet individu, c'est toute une mythologie, parce que derrière cette problématique-là, on a la grande mythologie des luttes de libération nationale, telles qu'on a pu les connaître dans le tintamarre publicitaire et marchand du spectacle aliénatoire de toutes les gauches et de toutes les extrêmes gauches du capital. Et quand je dis toutes les gauches et toutes les extrêmes gauches du capital, ça c'est la matrice centrale, mais on a même des droites et des extrêmes droites du capital qui sont entrées dans le fétichisme de Guevara et de Castro. Donc ça on y reviendra après, mais en préambule justement pour ne pas faire du journalisme critique, mais pour être sur le terrain de la critique radicale, de la critique conceptuelle, il faut en revenir à ce que le mouvement communiste radical, à la suite de Marx et de Engels, a positionné par rapport à ce qu'est la lutte de libération nationale. Il faut toujours en revenir au positionnement radical qui est posé par Marx quand émerge le projet communiste en tant qu'expression subversive des luttes de classe les plus extrémistes. Quelle est la position méthodologique dans le cadre de ce qui, des manuscrits de 1944 à la critique du programme de Gotha, en passant par toutes les correspondances et tous les écrits de critique que vont faire surgir Marx et Engels, quelle est la position radicale sur ce qu'est la nation et ce qu'est la lutte de libération nationale. Alors il faut toujours en revenir à ce que définit Marx en reprenant Hegel, à partir justement de cette problématique des temporalités ouvertes et des temporalités fermées. À quel moment Marx intervient-il dans son œuvre, au moment où effectivement il traduit les luttes de classe radicales, pour parler de nation et de lutte de libération nationale? Il en parle à travers une conceptualisation qui est celle de la temporalité ouverte et celle de la temporalité fermée. Jamais Marx n'est intervenu pour positionner la défense et illustration d'une lutte de libération nationale, dès lors que les émulsions de lutte que l'on aurait pu constater surgissaient à partir des continents immobiles de l'Afrique, de l'Orient ou de l'Asie en général. Les textes où Marx intervient en positionnement critique sont toujours des textes qui parlent et qui décrivent un processus radical en temporalité ouverte sur le continent européen des luttes de classe radicales. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a deux mondes et qu'on le verra, même au-delà de ces deux mondes, il y a finalement trois mondes. Il y a la temporalité fermée de l'Orient, de l'Afrique et de l'Asie, qui est dite temporalité fermée parce qu'au sortir de la révolution néolithique qui a cassé les communautés primordiales, j'ai eu l'émergence progressive d'un mode de production spécifique qui s'appelle le mode de production despotique, le mode de production asiatique, le mode de production oriental, selon les caractéristiques géographiques que l'on peut lui donner. Et Marx le définit. Je renvoie d'ailleurs vos auditeurs à mon dernier ouvrage, Commentaire sur l'extrême radicalité des temps derniers, où je cite d'ailleurs explicitement un texte de Marx du New York Daily Tribune de 1850, où il parle très très précisément de cette soumission, de cette superstition, de cette docilité propre à la formalisation sociale. Donc c'est bien un problème de formalisation sociale, c'est pas un problème de neurones génétiques qui serait propre à certaines populations. Ce n'est pas un concept ethnico-biologique, c'est un concept historico-social dans le développement des forces productives générales. Quand le mode de production despotique oriental s'est donc positionné au sortir de la dissolution des communautés primitives du temps primordial de l'Afrique, de l'Orient et de l'Asie,
les communautés en dissolution ont été absorbées par la structure étatique. Absorbées par la structure étatique ou par la structure para-étatique. Exemple, l'empire pharaonique qui construit une structure étatique générale à partir de la nécessité de l'irrigation dans toutes les zones où le Nil progresse et où la structure étatique absorbe les communautés dans les grands travaux d'irrigation. Même évidence pour le Gange, même évidence pour l'Indus, même évidence pour la Chine. Donc on a là une matérialité objective qui fait que la temporalité fermée découle de la formation sociale historique qui voit l'État absorber les dissolutions communautaires. En Occident européen, j'ai donc par contre une spécificité radicale qui découle des invasions germaniques, des communaux et de tout le travail que Engels a positionné, et qui voit les communautés non pas absorbées par la structure étatique, mais les communautés en confrontation permanente à la structure étatique, puisque le lien féodal, le fameux feudus, est une lutte frontale entre les communaux de la terre et la structure politique, étatique et fiscale. Donc en Orient, les restes communaux sont absorbés et dissous dans la structure étatique. En Europe, dans le cadre de la dissolution de l'Empire romain, j'ai une confrontation permanente entre les contradictions de la rente foncière et l'État et la classe dominante. J'ai donc, pour reprendre l'expression de Marx, j'ai donc des continents de totale soumission dans l'absorption étatique du mode d'être de la rente foncière, alors que j'ai effectivement, en Occident européen, une sphère de temporalité en permanente insoumission. Ce qui explique, le dit Marx, qu'en Orient, nous n'avons des luttes qui n'aboutissent qu'à la recomposition de l'aliénation, alors que j'ai en Europe des luttes qui aboutissent à la vision radicale de l'abolition de la domestication. Alors ça, c'est mes deux temporalités essentielles, mais dans ma temporalité européenne, je n'ai pas une temporalité européenne homogène. Marx, au moment où il va assister aux grandes fractures de ce qu'on a appelé le printemps européen, les grandes luttes des années 1840, 1844, 1848, va produire des textes qui sont d'ailleurs vérifiables dans la nouvelle Gazette rhénane. Et Marx va définir au sein même de la temporalité mobile, dynamique et subversive du continent européen deux sous-ensembles. Un continent d'activité radicale, subversive, totale, et un sous-monde, quelque part, de passivité dans l'activité. Au moment de la révolution de 1844-48, parce que bon, c'est un processus de longue durée, Marx dira par exemple que les Magyars, les Hongrois, les Allemands sont sur le terrain d'une dynamique radicale, alors que les Croates et les Tchèques sont substantiellement dans une dynamique contre-révolutionnaire. Ce qui fera que Marx définira, il ira même très loin dans l'analyse critique et dans l'analyse de la subversion méthodologique, il ira jusqu'à parler de déchet de peuple à propos des Croates ou à propos des Tchèques. Donc, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas un jugement qui définit une qualité comme ça par essence. C'est un jugement qui est un jugement de fait par rapport aux configurations historiques. Et donc, dans ce cadre-là, Marx va avoir une position sur la nation et sur la défense éventuelle d'un mouvement d'émancipation nationale, non pas en général, dans une fraternité universelle insipide et immatériellement fondée par rapport au rapport de la lutte de classe. Il va le positionner par rapport au devenir de la lutte des classes. Par exemple, Marx soutiendra d'une certaine manière radicale les luttes irlandaises, parce qu'il verra qu'il y a une contradiction majeure entre le colonialisme britannique et la manière dont la colonisation s'est réalisée en Irlande, et qu'il y a un prolétariat irlandais
qui devient une armée de réserve immigrée, et que les contradictions entre le prolétariat anglais et le prolétariat irlandais sont telles que la classe capitaliste en fait effectivement un usage généralisé et organisé pour casser la lutte des classes. Donc Marx dira d'une manière totalement explicite qu'il y a en Europe des luttes qui, à partir d'une problématique nationale, sont surdéterminées par une problématique de lutte des classes, et c'est pour ça que, dans le cadre du « les prolétaires n'ont pas de patrie », c'est-à-dire que les prolétaires n'ont pas de raison nationale marchande. Les prolétaires, ils ont effectivement un enracinement existentiel charnel dans la longue durée cosmique de leur lutte contre tous les États, contre tous les pouvoirs, contre toutes les domestications, parce qu'ils sont charnellement enracinés dans un génose de lutte de classe. Donc là, il y a effectivement un enracinement. Il est évident que toutes ces luttes radicales qui ont traversé le temps médiéval sont enracinées dans une terre communeuse qui dit l'enracinement. Mais ce n'est pas la nation. La nation, c'est le moment où le marché national se crée dans la domination formelle du capital et où l'État, puisqu'il a besoin d'un marché national, crée la nation comme enracinement factice à la marchandisation du temps et de l'espace. Donc les prolétaires n'ont pas de patrie, on ne peut pas leur retirer ce qu'ils n'ont pas. Ils ont par contre un nascor, je dis nascor parce que nascor en latin c'est une naissance. La nation, c'est la fétichisation aliénatoire de ce nascor dans un assujettissement à la raison marchande. Et la nation est née avec le développement du capital, quand le développement du capital a détruit les enracinements locaux de vraie vie charnelle et de vraie vie subversive pour créer précisément un espace élargi, adéquat au devenir de la marchandise dans le cadre de la nation étatique et de l'État national. Marx, tout au long de son œuvre, dans ce rapport critique à la réalité des choses, soutiendra les luttes des ouvriers polonais, soutiendra les luttes des ouvriers irlandais, dans une dimension à perspective nationale, mais parce que la dimension à perspective nationale est d'abord, en dernière instance, une détermination à perspective de lutte de classe. Et il dira donc, il y a trois grands espaces. Il y a l'espace du despotisme oriental, Afrique et Orient. Il y a l'espace européen ouvert des temporalités critiques, mais ce deuxième espace des temporalités critiques doit se décomposer entre les peuples qui, dans cet espace de temporalité critique, sont des peuples à réalité historique accomplie, et d'autre part, les peuples qui sont à réalité historique inaccomplie. Marx dira par exemple que les Basques et les Bretons ne sont pas des peuples historiques, alors que les Polonais et les Hongrois le sont. C'est pas un jugement de valeur, c'est pas un caprice littéraire, c'est pas un choix subjectif. Les Russes sont historiques, les Ukrainiens ne le sont pas. Qu'est-ce qui permet à Marx d'avoir cette analyse-là? Alors Marx a cette analyse-là parce qu'il reprend le cheminement hegelien et qu'il constate que, par exemple, la Russie a une incarnation historique dans la longue durée qui passe par l'État et par la lutte contre l'État. Il y a une histoire russe parce qu'il y a un État russe, et il y a, parce qu'il y a un État russe, une histoire radicale pour vouloir abolir cet État russe de la part des populations qui vivent en cet État, mais contre cet État. Donc, il voit qu'il y a eu un État russe sur la longue durée, mais bien évidemment, il n'y a pas eu d'État ukrainien sur la longue durée. Et je renvoie là vos auditeurs au texte que j'ai fait sur l'Ukraine dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers. L'Ukraine a une littérature, l'Ukraine a une poésie, l'Ukraine a des spécificités locales, mais les seuls moments historiques où se sont manifestés l'expression possible de réalité étatique ukrainienne, ce sont dans de courtes périodes historiques où cette réalité ne venait pas des Ukrainiens eux-mêmes, mais venait des agencements géopolitiques d'un temps donné. Quand on a eu l'Ukraine d'après la guerre de 14-18,
elle était l'expression géodiplomatique et géostratégique d'une volonté allemande de créer cette fameuse Rada ukrainienne. Mais elle ne venait pas des Ukrainiens eux-mêmes. Et aujourd'hui, la naissance d'un État ukrainien dans la modernité contemporaine, nous savons tous qu'avant d'être l'expression éventuelle d'une population donnée, elle est l'expression d'une recomposition géostratégique de l'OTAN qui, pour empêcher l'Europe occidentale d'investir dans les territoires archaïques du capitalisme d'État poutinien, veut créer une structure tampon de dissociation, de conflictualité, d'amorçage, qui permettent justement d'écarter les Européens du monde de l'Est à travers des conflits artificiellement menés. Donc, on a une réalité très claire. Quelle est la position de Marx sur les populations d'Afrique, d'Orient et d'Asie? Marx condamne le colonialisme parce qu'il condamne la dévastation anti-humaine du colonialisme. Quand Marx voit la manière dont Bugeaud colonise l'Algérie, il condamne explicitement les Amphimanes et la politique de terreur menée par l'armée française. Quand il voit la manière dont les canonnières anglaises s'imposent et détruisent le mode de production indien, ou détruisent la structure chinoise, ou par la guerre de l'opium disloquent l'intégralité des vies sociales de cette période, bien évidemment, il montre l'abomination du capital. Il montre l'abomination de la marchandise en mouvement. Mais, il dit, il y a une positivité extrême à cette ignominie, c'est que des territoires comme l'Afrique du Nord, comme l'Inde, comme la Chine, qui étaient précisément endormis dans cette pesanteur historique de la soumission infinie, étaient par eux-mêmes dans l'incapacité radicale d'accéder un jour à une pensée subversive de l'anti-État et de l'anti-argent. Et il dit, même s'il subsiste dans ces territoires-là des restes de communalisme et de communisme primordial, la déstructuration et la passivité qui découlent du mode étatique et para-étatique du despotisme oriental rend impossible une régénération radicale de ces populations-là sur le seul socle de leur histoire antérieure. Et malgré toute l'horreur de la colonisation va faire rentrer l'Afrique, l'Asie et l'Orient dans la planétarisation du despotisme de la marchandise, et cela fera naître un prolétariat radical qui, à l'écoute et en reprenant les grandes avancées du prolétariat européen, va enfin pouvoir non plus simplement décider de réaménager la servitude, mais d'envisager son abolition. Donc, Marx n'a jamais défendu la moindre lutte de libération nationale pour l'Afrique, pour l'Orient, pour l'Asie ou pour l'Amérique du Sud, puisque bien évidemment, historiquement, compte tenu du degré de développement des forces productives, il ne pouvait y avoir en ces territoires-là aucune pensée radicale qui aurait pu, derrière le phénomène éventuellement national, mettre en chantier une perspective de lutte de classe pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent. Concernant l'Europe, Marx est en récusation de toute lutte de libération nationale pour les Tchèques, pour les Croates, pour les Slovaques. La seule problématique sur laquelle il va travailler, c'est celle où il y a, à partir du phénomène national, quelque chose qui le dépasse et qui positionne une intransigeance de lutte de classe radicale qui est porteuse d'une ouverture communiste, c'est-à-dire par exemple la Pologne ou l'Irlande. Donc, aucune défense de lutte de libération nationale pour ce qu'on appelle les continents du Sud, et quelques luttes en Europe, à condition qu'elles positionnent déjà une transcroissance anti-étatique et anti-argent. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important en un temps où nous sommes en domination formelle, c'est-à-dire en un temps où la réalité du capitalisme achevé n'a pas produit sa domination réelle totale. Donc, à partir du moment où on bascule dans la domination réelle, à partir du moment où on bascule dans la réalité du marché impérialiste mondial, là, Rosa Luxembourg prend le relais. Marx est mort. Mais même si Marx est mort, on comprend très bien la logique que Marx, en domination formelle,
a particulièrement bien positionné l'objet de l'internationale ouvrière, l'objet de la Ligue communiste, c'est l'abolition de l'État et c'est l'abolition de l'argent. Il s'avère que dans les luttes de classe radicales des années 1840, 1850, 1860, il y a des zones à population historique accomplie qui permettent d'aller beaucoup plus loin sur le territoire de la lutte de classe. Et donc, il y a donc un ferment de positivité radicale en le phénomène national, mais uniquement parce que en le phénomène national, il y a la contradiction des luttes de classe qui permet de dépasser le phénomène national et de poser la question de l'émancipation humaine en tant que telle. Donc, Marx s'intéresse au phénomène de la nation, mais il ne considère que la perspective d'une émancipation de lutte de classe à travers le phénomène national n'est possible que dans certaines zones européennes. Pour le reste, et surtout pour le reste du monde, toute lutte de libération nationale, en l'état actuel des populations qui y sont, n'a aucun sens, puisque l'objet n'est pas de créer des nouveaux capitalismes locaux, mais le problème d'une internationale révolutionnaire prolétaire, vous n'avez pas de patrie, c'est tous les prolétaires du monde unifiés à mesure que le capital va se mondialiser, contre l'État, contre l'argent au niveau mondial, et non pas pour favoriser l'émergence d'un capitalisme local. Donc, on en arrive à Rosa Luxembourg, et pourquoi on en arrive à Rosa Luxembourg? Parce qu'au moment où Rosa Luxembourg écrit, au moment où Rosa Luxembourg se bat, au moment où elle combat, on est entré dans la phase que Marx avait prévue, qui est celle de la domination réelle du capital. La Première Guerre mondiale est en quelque sorte l'illustration, l'incarnation totale que nous ne sommes plus en domination formelle, mais en domination réelle, que la planète tout entière a été conquise par le capital, par l'ensemble des processus coloniaux, et la question qui est posée, c'est y a-t-il un intérêt stratégique du point de vue des luttes de classe à soutenir les luttes anticoloniales, les luttes décoloniales? Alors bien évidemment, Lénine, qui est tout sauf un révolutionnaire, puisqu'il représente justement la contre-révolution version gauche du capital dans sa forme la plus brutale et la plus rude, qui est celle du capitalisme d'État concentrationnaire, lui va défendre les luttes de libération nationale, puisque les luttes de libération nationale ont pour objet de créer un nouveau capitalisme local. Donc, on a Lénine qui renverse totalement la problématique de Marx pour produire la falsification marxiste-léniniste qui est aux antipodes du projet marxien de l'émancipation radicale contre l'argent et contre l'État, et qui produit justement cette farce semblante du capitalisme d'État. On étatise les forces productives de l'aliénation marchande, mais on ne les abolit pas. Et puisque, bien évidemment, on les construit dans un cadre national au fur et à mesure des défaites successives de la contre-révolution après 18 et après 20, il faut effectivement trouver des alliés dans cette construction capitaliste que met en marche le parti bolchevique, et on aura la fameuse conférence de Bakou avec les peuples d'Asie, les peuples musulmans, les peuples du Turkménistan, les peuples du Kyrgyzstan, etc. On entre donc dans une problématique nationale qui n'a aucun rapport avec la radicalité subversive de Marx et qui, bien évidemment, est au contraire absolu de l'œuvre de Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, quand elle termine sa thèse sur l'impérialisme, elle la termine aux antipodes de la thèse de Lénine sur l'impérialisme. Rosa Luxembourg dit « Le marché mondial est réalisé et toute émergence dans cette concurrence internationale impérialiste par la création d'un État local qui résulterait de la décolonisation, c'est la construction d'une nouvelle bourgeoisie exploiteuse qui va effectivement fusiller elle-même son prolétariat, exploiter elle-même son prolétariat. La décolonisation éventuelle, c'est une modernisation de la marchandise, ça n'est jamais une émancipation humaine. Donc, les luttes de libération nationale sont par essence des luttes contre-révolutionnaires, et de la même manière que sur tous les sujets de la radicalité, Lénine et Rosa Luxembourg s'opposent,
il s'oppose sur le chefisme, il s'oppose sur l'abolition de l'État et sur l'abolition du salariat, il s'oppose sur la manière de positionner tous les sujets qui font en quelque sorte l'interrogation de ce qu'est la révolution ou de ce qu'elle n'est pas. Rosa Luxembourg, c'est l'antithèse de Lénine, c'est abattre toutes les luttes de libération nationale, parce que aujourd'hui, en domination réelle, le capital, qui est entré effectivement dans sa décadence, positionne, dès lors qu'il existe une lutte de libération nationale, l'émergence d'un nouveau capitalisme local qui, compte tenu effectivement des nécessités de l'accumulation, va être encore plus féroce que la métropole qui aura effectivement été chassée. Donc, on a là une problématique essentielle. Et cette problématique, elle est essentielle parce que elle quitte le terrain de la radicalité programmatique, elle quitte le terrain de la radicalité méthodologique et de la radicalité subversive telle que Marx et Rosa Luxembourg l'ont posée. Marx et Rosa Luxembourg disent « Chaque fois qu'une question nous est posée, la seule réponse objective vraie ne peut découler que d'un éclairage par rapport à la lutte des classes. » C'est exactement comme aujourd'hui, on peut se poser la question du féminisme ou on peut se poser la question de l'antiracisme. Marx, qui était, comme Rosa Luxembourg, sur une base radicale anti-État et anti-argent, bien évidemment, pour reprendre la logique de l'époque, voulait une émancipation radicale des hommes de couleur, une émancipation radicale de la femme aliénée, et même s'il était globalement et radicalement hétérosexuel, il n'a jamais prôné la discrimination des homosexuels. Mais Marx, Rosa Luxembourg, la compréhension radicale de la lutte de classe, c'est la compréhension que toutes les devantures publicitaires de la modernité, anticolonialisme, antiracisme, antisexisme, anti-homophobie, n'aboutissent jamais, telles qu'elles sont structurées aujourd'hui dans le langage du spectacle de la marchandise, à l'abolition de la marchandise. Ce sont des luttes de rénovation et de modernisation de la marchandise. Toutes ces luttes, ce qu'on appelle les nouveaux théâtres de lutte, sont des théâtres de recomposition capitaliste. La lutte anti-homophobe, la lutte antisexiste, telle qu'elle est positionnée par toutes les chapelles qui l'organisent, ça aboutit à demander à ce que la marchandise soit de plus en plus équilibrée, de plus en plus libertaire, de plus en plus justicialiste. Au terme de ces luttes, qui ne sont que des ravalements de l'aliénation, on aboutit à marchandiser encore davantage l'humain, et non pas à détruire la marchandise pour que l'humain devienne réellement humain. Et donc, on a cette même problématique pour les luttes de libération nationale, du point de vue de la lutte des classes. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, Rosa Luxembourg, avant que M. Castro prenne le pouvoir à Cuba, a répondu et a prévu d'une manière extrêmement claire et extrêmement radicale ce qui se passerait à Cuba. Parce que rien de ce qui s'est passé à Cuba n'est produit fortuit ou hasardeux d'une contingence historique qui échapperait au déterminisme de l'histoire des forces productives. Tout est contenu dans les textes de Marx de 1844, tout est contenu dans les textes de Rosa Luxembourg de 1905, non pas parce que Marx et Rosa Luxembourg seraient des génies particuliers, mais parce qu'ils sont les expressions les plus radicales des luttes les plus radicales de leur temps, en relation avec toute la temporalité qui mène du néolithique jusqu'à aujourd'hui, et qu'ils ont répondu que toute lutte qui ne s'inscrit pas dans la lutte de classe radicale et intransigeante, prolétariat contre classe capitaliste, est une lutte qui modifie le territoire du capital, mais qui ne le transforme pas. Autrement dit, à partir du moment où Fidel Castro a substitué à un capitalisme sauvage de type casino, rente bancaire, mafia locale à la sauce Yankee, un capital national à la sauce nationale, il n'a pas aboli le moindre millimètre de capitalisme. Il est passé d'un type de capitalisme à un autre type de capitalisme. Et ce que montre Rosa Luxembourg, c'est qu'au fur et à mesure que la domination réelle se développe, la domination réelle en Afrique, en Asie, en Orient ou en Amérique du Sud a suscité des élites appropriatives.
Mais ces élites appropriatives ne s'opposent pas à la métropole colonisatrice parce qu'elles auraient comme objectif de tuer le capital, l'argent et l'État. Elles veulent un repartage de la rente dans le cadre de la géopolitique mondiale de l'impérialisme. Autrement dit, ces élites locales, je rappelle entre parenthèses que Castro est un juriste, que Guevara était un médecin, c'était pas des prolétaires. Je rappelle que la première femme de Fidel Castro était liée à la famille Batista. Donc Castro et Batista se sont tapés dessus, mais ils se sont tapés dessus parce qu'ils représentaient deux gangs mafieux pour l'appropriation des rentes capitalistes qu'il convenait localement de réutiliser autrement. Donc, si vous voulez, on a là quelque chose de très clair. Rosa Luxembourg nous dit que je sois à Cuba, que je sois à Alger ou que je sois à New Delhi, la conscience radicale, c'est pas de me battre contre la puissance colonisatrice. La conscience radicale, c'est de me battre et contre la puissance colonisatrice et contre les élites locales qui sont en train de monter pour se substituer à la puissance colonisatrice. Le combat léniniste, le combat tiers-mondiste est un combat hémiplégique, mais qui s'explique très bien, puisque Lénine n'a produit que du capitalisme d'État. Il n'y a jamais eu, à partir du moment où Lénine prend le pouvoir et que l'on extermine les marins de Kronstadt, que l'on extermine les grévistes des usines Poutilov, que l'on extermine toutes les zones paysannes et ouvrières en ébullition, que du capitalisme d'État. Il n'y a jamais eu que du capitalisme d'État. À partir du moment où la stratégie du capitalisme d'État en Russie consiste à développer d'autres stratégies capitalistes d'État dans le tiers-monde pour faire poids et pour aider le capitalisme d'État russe à se développer dans le cadre d'un contexte très spécifique. Qu'est-ce que nous dit Rosa Luxembourg? Elle nous dit qu'il est évident que toute lutte de libération nationale est une lutte capitaliste de libération nationale contre une métropole, mais au bénéfice non pas du prolétariat local, le prolétariat local va simplement changer de maître, au bénéfice de la nouvelle élite. Donc, j'ai à Cuba, dans le cadre des élites locales qui progressivement ont monté, comme elles ont monté en Afrique, comme elles ont monté en Orient, une prise de conscience de classe à vocation de classe dominante nouvelle. Et ces élites locales veulent ou le repartage ou l'appropriation, mais pas au bénéfice du prolétariat local, puisque si c'était au bénéfice du prolétariat local, il y aurait abolition du prolétariat local, abolition de l'argent et abolition de l'exploitation. Donc, j'ai un régime sous domination américaine, à travers toute une série de réseaux mafieux, les casinos, le sucre, le tabac, toute une série de productions locales qui sont sous domination américaine. Et j'ai une classe locale, avec Batista, une classe dominante locale, qui, parce qu'elle accepte cette domination, se voit reverser une partie de la rente de l'exploitation du prolétariat cubain. Et j'ai une nouvelle classe montante, qui est représentée par Castro, qui était d'ailleurs dans la sociologie locale l'héritier d'un des plus grands propriétaires terriens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je dis que Castro a épousé quelqu'un de la famille de Batista et qu'il est lui-même appelé à devenir un grand propriétaire terrien, j'entends par là que c'est pas un mécano dans une usine de raffinerie de sucre qui a découvert les manuscrits de 1944 et qui se pose la question de l'émancipation radicale du prolétariat mondial et donc du prolétariat cubain. C'est un privilégié local qui considère que Batista vend les privilèges de la classe dominante locale aux Américains et qu'il faut être plus exigeant parce que la classe locale, qui peut devenir une classe capitaliste locale autonomisée par rapport à la domination américaine, peut avoir beaucoup plus dans un mouvement de lutte de libération nationale. Et
les luttes de libération nationale, c'est toujours une élite locale qui veut devenir classe dominante locale et qui récuse le partage imposé par la métropole, colonisation directe par exemple avec la France et l'Algérie, colonisation indirecte avec l'Amérique et Cuba. Donc la révolution cubaine est une révolution capitaliste nationale qui veut que les richesses nationales cubaines soient dirigées par une classe capitaliste locale et non plus dirigées directement par la métropole américaine qui concéderait quelques reversions. C'est un combat non plus pour qu'on ait simplement des reversions plus lourdes, mais pour qu'on puisse nous-mêmes, entre guillemets, diriger et exploiter notre propre prolétariat. Donc, cette lutte cubaine, c'est une lutte capitaliste d'État classique, mais elle est exotique. Elle est exotique. Comme dans les années 60, Sartre, parangon de tous les despotismes capitalistes d'État, de toutes les exterminations de prolétaires insurgés en Allemagne, en Hongrie et ailleurs, à cette phrase merveilleuse où il dit « J'ai rencontré Che Guevara, c'est l'homme le plus humain qui soit, c'est l'homme le plus complet de notre époque », bon, c'est bien évidemment toute la tare mentale de l'impuissance de l'intellectuel en tant qu'excrément du fétichisme de la marchandise, mais c'est une phrase qui dit la mode en vogue. Alors, il faut bien évidemment se rappeler que tout intellectuel est une imposture d'intelligence, parce que ça renvoie à Marx et à la division du travail. Un homme intelligent n'est pas un intellectuel. Un homme intelligent est une intelligence en mouvement. Un intellectuel est par essence une prostituée qui lèche le cul des pouvoirs. Alors ça peut être le même pouvoir pendant 30 ans, ça peut être des pouvoirs différents au cours de décennies successives, mais la structuration objective, historique d'un intellectuel, c'est effectivement d'être une prostituée du pouvoir. C'est le contraire de l'acte d'intelligence. Marx n'était pas un intellectuel, Rosa Luxembourg n'était pas des intellectuels, c'était des intelligences en mouvement de radicalité pour abolir l'aliénation et le mensonge. Par essence, et Sartre, là, quand il nous dit « J'ai rencontré l'être humain le plus complet de notre époque », il dit tout de la vacuité d'intelligence de ce qu'est un intellectuel. Un intellectuel, c'est une anti-intelligence en mouvement qui est toujours au cul du pouvoir. Donc, ce qui s'est passé dans les années 60, c'est que bien évidemment, on a vécu progressivement la mort du mythe soviétique. Dans les années 60, on avait eu la grande insurrection prolétarienne des conseils ouvriers de Hongrie en 56, on avait eu l'insurrection allemande dans les années 50, on avait eu des mouvements extrêmement puissants de révolte en Pologne. Donc, le mythe soviétique de la maison mère, il est tellement érodé qu'il est quasiment en sénescence. Et on va le revitaliser par cette lutte anticoloniale des petits peuples du tiers-monde. Alors il y aura le Vietnam, il y aura Cuba, et dans l'inconscient collectif de toute cette déliquescence intellectuelle, c'est très très important. Parce que si vous pensez à la France des années 60 et à la France des années 68, vous avez bien évidemment les groupes radicaux de l'autonomie ouvrière contre l'État et contre l'argent, les groupes qui sont issus de socialisme ou barbarie, de pouvoir ouvrier, de l'international situationniste, des groupes qui sont en récusation radicale de ce qu'est l'imposture capitaliste et qui font une critique radicale du capitalisme d'État soviétique, mais qui vont bien évidemment, en ressourçant leur pensée à la source de vie de Rosa Luxembourg et de Marx, à un moment donné, faire une critique radicale de toute la mythologie de libération nationale. Aujourd'hui, les gens découvrent que Cuba, l'Algérie, le Vietnam, c'est la décomposition absolue, c'est le mensonge, c'est l'exploitation, c'est la classe dominante qui exploite le prolétariat dans des formes encore inconnues du temps de la colonisation, c'est l'antithèse du discours annoncé. Mais l'antithèse du discours annoncé, aujourd'hui, plus beaucoup de gens croient au paradis cubain. Mais imaginons-nous que dans les années 50-60, alors que tous ces tartuffes intellectuels qui étaient effectivement happés par l'exotisme sud-américain parlaient de ce vaillant petit peuple cubain qui résistait,
ces gens-là, s'ils avaient simplement pris un malheureux petit texte ou un malheureux petit tract de Rosa Luxembourg ou des groupes radicaux qui avaient prolongé l'héritage de Rosa Luxembourg, ils auraient su que toute lutte de libération nationale, par essence, est contre-révolutionnaire et contre-humaine et qu'elle produit la préservation et le renversement justement du salariat et de l'État. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette mythologie-là s'est construite sans aucun rapport à la lutte des classes. Donc, on nous a fait une interprétation pédagogique misérabiliste. Aujourd'hui, quand vous interrogez les derniers pingouins de l'auto-justification capitaliste cubaine, ils vous ressortent les mêmes sauces lamentables que pour Chavez, que pour Morales, la Bolivie, le Venezuela. C'est-à-dire on dit « Ah, mais c'est très important, parce que grâce à ce système, on a su créer un système de santé et un système d'alphabétisation. » Donc, à partir du moment où un capitalisme d'État exploiteur produit un système de santé et un système d'alphabétisation, il devient socialisant, il devient socialiste, il devient positif, il devient humain, il devient progressiste. Mais quelle bêtise, quelle ignardise! Tout le travail que Marx a fait sur la domination formelle, sur l'accumulation du capital dans ces temps premiers de rentabilisation nécessaires, montre que la condition sine qua non du capitalisme élaboré, qui va vers sa domination réelle, c'est bien évidemment le système de santé, le système d'alphabétisation. Même en France, dans les années 1850, on avait des rapports à la fois médicaux et des rapports culturels qui émanaient de différents ministères qui disaient « Attention, on a tellement exploité le prolétariat, on l'a tellement rendu inculte qu'il faut absolument développer des systèmes de santé et d'alphabétisation. » Santé, parce qu'au train où on va, les tailles des conscrits baissaient de plus en plus et les tares médicales étaient telles que le capital se disait « Mais si on continue d'exploiter les gens d'une manière aussi intensive, bientôt on n'aura plus d'ouvriers dans les usines et on n'aura plus de conscrits dans les casernes, donc il faut faire quelque chose. » Mais en même temps, le capital, quand il développe sa modernité, il a besoin d'une population alphabétisée, parce que dans les cadres nécessaires du rendement au quotidien, il faut que les populations aient un niveau de culture suffisant pour rentabiliser la force de travail dans l'agencement collectif de l'ouvrier collectif. Donc, quand Batista tombe, on a un système de santé et d'alphabétisation qui est extrêmement nul. Mais Batista n'a pas besoin d'un système de santé et d'alphabétisation, puisqu'il a une économie sous domination, qui est une économie de rente, de casinos et de pillage américain, qui lui permet, par une partie de cette rente, de vivre. À partir du moment où une élite locale veut développer un capitalisme national pour pouvoir enfin surexploiter et surrentabiliser ses investissements à partir d'une classe prolétarienne locale. Elle doit moderniser sa classe prolétarienne locale. Donc, quand on vous dit Chavez, Castro, oh, c'est fantastique, ils ont créé des infrastructures, il y a de la santé, il y a de l'alphabétisation, mais c'est le b.a.-ba du développement du capitalisme national. Ça n'a strictement rien d'émancipateur. C'est au contraire la preuve évidente qu'on est dans un travail de rentabilisation et d'essor. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on met en marche une nouvelle exploitation bien évidemment qui sera suroppressive. Des milliers et des milliers de gens se retrouveront en prison parce qu'ils font grève. Alors bien évidemment, on va vous dire « Ah mais au début, on a mis en prison les baptististes. » Oui, on a mis en prison les baptististes. Mais très vite, les ouvriers grévistes, les ouvriers contestataires, les ouvriers réfractaires. L'essentiel de la répression, c'est contre la classe ouvrière en formation qui est surexploitée pour développer le capitalisme national. Donc, le président Castro, qui épouse la sœur du ministre de l'Intérieur de Batista, considère que Batista ne réclame pas assez pour l'avenir d'une classe capitaliste locale qui a le droit d'exister et qui a le droit de se développer. Il entre en conflit avec la partie la plus rétrograde de la classe capitaliste locale et
se met en mouvement un devenir axé sur la classe capitaliste locale la plus progressiste pour développer un capitalisme national qui permettra l'exploitation autonome du prolétariat local. Donc, on est dans le parfait cas de figure de ce que Rosa Luxembourg a positionné à la suite de Marx quand elle dit « abat les luttes de libération nationale ». Les luttes de libération nationale, c'est la surexploitation du prolétariat au bénéfice d'une classe capitaliste locale qui fait partir la puissance colonisatrice pour assumer à elle seule les joies et les fruits de l'exploitation. Donc ça, c'est décisif, et c'est ça Cuba. Alors c'est ça Cuba au début, dans une mythologie généralisée, mais dans une mythologie généralisée qui ne va pas pouvoir supporter la chute définitive du mur de Berlin. C'est-à-dire que la concentration capitaliste mise en marche autour du parti dans une étatisation généralisée va produire, à partir de la chute des économies soviétiques, une chute du mythe, une chute de la structure et une chute de la possibilité même de reconduire la structure. On va donc avoir un processus de privatisation qui va se généraliser à partir des années 2000-2010, alors d'abord à petite vitesse, puis ensuite à grande vitesse, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si le capitalisme d'État cubain a des exotismes de salsa, de rhum et de danse agréables, il répond à la même configuration que l'économie capitaliste d'État soviétique, dans des formes encore plus fragiles, puisque, à part le tabac et le sucre à Cuba, il n'y a pas grand-chose. On sait que pendant des années et des années, il y a eu un blocus américain, et que dans le cadre de ce blocus américain, c'était la Russie capitaliste d'État qui soutenait. À partir du moment où la Russie capitaliste d'État ne soutient plus, il faut trouver effectivement des corrections, et l'économie étatisée à 99% va devenir progressivement une économie étatisée à 90, à 80%, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une économie cubaine qui ressemble un peu à l'économie chinoise, mais à l'envers. C'est-à-dire que le parti cubain libéralise, le parti cubain, pour assurer sa survie, est obligé de privatiser, donc il est en train de passer d'un capitalisme d'État concentré à un capitalisme mixte, puis ensuite à un capitalisme totalement défidélisé, c'est-à-dire un capitalisme très libéral. L'ampleur des ressources énergétiques de la Chine, l'ampleur des capacités qui en résultent dans le contexte historique précis qui est le sien, permet à la Chine de tenir sur une longue durée. Alors certes, la Chine n'est absolument pas un concurrent de modernité pour l'Amérique, pour l'Europe. C'est très très archaïque. C'est bon pour certaines productions, c'est bon pour certaines industries, il y a des réserves financières, il y a des réserves monétaires, mais le produit intérieur brut chinois est à des années-lumière de ce que sont les produits intérieurs bruts européens. Et la conflictualité technologique au regard de la baisse du taux de profit, elle est sans commune mesure. L'archaïsme chinois, même ultra modernisé, est loin, 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 très loin derrière la modernité en mouvement de la cybernétique du capital européen. Donc, Cuba, ce serait la même chose que la Chine, mais très très pauvre. C'est-à-dire qu'on a le même processus de modernisation pour sauver les meubles, parce que la classe dirigeante locale veut sauver les meubles, et elle sait qu'elle ne peut plus les sauver à travers le modèle classique du capitalisme d'État classique. Donc on va aller, comme on l'a eu en Chine, vers une privatisation sous contrôle du parti stalinien. J'ai parlé tout à l'heure du blocus, il faut y revenir, parce que les gens vous font croire, à travers justement toute cette crétinisation universitaire et journalistique, qu'il y aurait eu des antinomies explosives entre l'Amérique et Cuba. Non, quand il y a une antinomie explosive, cette antinomie explosive, elle se résout par le bombardement, l'extermination et l'élimination. Saddam Hussein a été une véritable opposition géostratégique au plan américain au Proche-Orient, et on a détruit l'Irak de fond en comble, alors même qu'il n'y avait aucune prétention socialisante, parce qu'il y avait effectivement là, dans le cadre des restructurations entre Tel Aviv,
Washington, la Syrie, l'Iran et l'Irak, une problématique qui, pour amener le chaos indistinctif de la marchandise tel qu'il est voulu par le gouvernement du spectacle mondial, passait inexorablement par l'élimination radicale de Saddam Hussein et par l'éclatement de l'Irak. Il fallait éclater l'Irak. Jamais on a voulu éclater Cuba ou détruire Cuba, parce que Cuba n'a jamais posé le moindre problème aux États-Unis. Il y avait à la périphérie de l'Empire américain une petite île qui permettait, dans le spectacle des agencements du fallacieux, de l'onirique, de la représentation aliénatoire, des archétypes du mensonge, quelque chose de pratique et d'utile. Alors on parle de la baie des cochons. Quand il y a eu effectivement l'attaque de la baie des cochons, il faut savoir que l'élément essentiel qui a permis à Cuba de maintenir son pouvoir, malgré effectivement l'attaque des commandos venus de Floride, qui étaient constitués essentiellement d'ex-cubains travaillant avec la CIA, c'est pas la résistance cubaine qui a arrêté une attaque américaine. Et une attaque américaine qui se serait voulue une véritable attaque américaine aurait écrasé les Cubains. Il faut savoir qu'il y avait un conflit dans l'architecture hétérogène de l'appareil d'État américain. Il y avait déjà un gros conflit entre la CIA, le Pentagone et Kennedy. Et au moment où les commandos de la CIA attaquaient par le biais de cet envahissement dit de la baie des cochons, Kennedy lui-même a demandé de stopper l'opération. Donc, la baie des cochons, c'est un échec des immigrés de Miami pour reconquérir Cuba, malgré les moyens de la CIA, mais parce que Kennedy dit on arrête la connerie. Je veux surtout pas ça. Donc c'est Kennedy qui sauve Castro. Donc Kennedy sauve Castro parce qu'il sait bien que derrière le spectacle anticolonialiste, anti-impérialiste, il n'y a rien qui soit problématique là. Au contraire, on va avoir une vitrine qui va permettre à l'ordre américain, barque d'exilés par barque d'exilés successivement organisés, pour dire, vous voyez, c'est terrible le socialisme, c'est terrible le socialisme. Quant à la fameuse crise des missiles qui va suivre la crise de la baie des cochons, c'est pareil, c'est un simulacre étatique. Rappelons-nous toujours qu'au-delà des rivalités inter-impérialistes qu'ont pu connaître les États-Unis et la Russie, il n'y a jamais eu d'affrontement militaire entre eux, même dans les phases les plus intenses du bombardement du Vietnam. Pour une raison très simple, c'est que l'ennemi de l'Amérique, ça n'est pas la Russie. L'ennemi de l'Amérique, et je renvoie vos lecteurs à mes commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers pour comprendre ce qu'était le traité de Rapallo et pour comprendre ce qu'est la grande hantise de l'impérialisme américain. La grande hantise de l'impérialisme américain, c'est qu'un jour, un axe Berlin-Moscou, avec toute la haute technologie européenne, irait moderniser les vastes espaces archaïques de la Russie poutinienne, qui, malgré ses réserves d'hydrocarbures, ne s'est pas sorti de toute cette pesanteur de 50 ans de capitalisme d'État, qui a tout érodé, qui a tout cristallisé, qui a tout fossilisé. Donc, il n'y a jamais eu de rivalité radicale entre les États-Unis et l'URSS, et le seul moment où on a vu un gigantesque mouvement sanglant dans les pays de l'Est s'organiser au moment de la crise de Suez, c'était au moment où les chars russes ont écrasé l'insurrection ouvrière des conseils de Budapest. Les Américains ont dit « feu vert, allez-y ». Donc, derrière les discours oppositionnels, derrière les discours de théâtre, de mirage, la collusion Washington-Moscou pour écraser les communards de Budapest en 1956 était totale. Et la crise des missiles, c'est exactement la même chose. C'est un spectacle de diversion qui permet aux Américains de faire monter une pression pour encore plus inféoder l'Europe, qui, à cette période-là, est complètement sous l'emprise de dislocation des deux Europes, l'une sous colonisation américaine directe, l'autre sous colonisation russe directe. La crise des missiles permet de faire monter la tension pour que l'OTAN gagne encore des territoires à la fois matériels, à la fois symboliques et à la fois psychologiques. Donc c'est une gigantesque opération et bien évidemment Kennedy fait monter la tension en disant à Khrouchtchev « vous retirez les missiles » parce que si vous ne retirez pas les missiles,
on va vers quelque chose de terrible qui pourrait être une guerre mondiale. Mais ça, c'est le spectacle. Khrouchtchev et Kennedy négocient en sous-main. Khrouchtchev dit à Kennedy, bon, je retire mes missiles cubains, et vous, Américains, en contrepartie, vous allez retirer les missiles que vous avez en Italie et que vous avez en Turquie. Il y a donc un jeu de dupes qui fonctionne souterrainement pour davantage asservir l'Europe. Il y a la baie des Cochons, qui est un théâtre mythologique. La crise des missiles est un théâtre mythologique, parce que l'impérialisme américain a toujours su que Cuba n'était un danger pour personne. C'était un jeu de restructuration du capitalisme carabéen pour que, effectivement, une classe capitaliste locale puisse fonctionner. Et la classe capitaliste locale fonctionnait parce que, en plus, depuis le début, les autorités américaines permettaient que des milliards de dollars des exilés en Floride aillent ravitailler les populations de Cuba qui, effectivement, étaient dans une misère noire. On a vu un vrai embargo au moment de la crise irakienne. Un vrai embargo au moment de la crise irakienne, c'est un embargo où même la plus petite boîte d'antibiotiques ne passait pas. Où même les crayons à papier ne passaient pas. Pendant ce fameux embargo, pendant ce fameux blocus, les dollars américains des exilés cubains passaient. Donc, il faut bien comprendre que le jeu de dupes, le vaillant petit peuple vietnamien, le vaillant petit peuple cubain qui lutte contre l'impérialisme américain, ça fait partie de tous ces théâtres, ça fait partie de toutes ces manipulations spectaculaires par lesquelles le capital, dans son unité mondiale, fait obscurité à la véritable réalité de la lutte de classe communiste, qui, elle, ne veut pas agencer différemment l'argent, l'État et le salariat, mais veut le détruire. Donc toutes ces luttes de libération nationale, toutes ces problématiques où on invente des faux conflits, des fausses antinomies, des fausses rivalités, c'est toujours pour cacher la véritable réalité du seul danger social qui fait peur à la classe capitaliste mondiale et au gouvernement du spectacle mondial, c'est la lutte de classe intransigeante du prolétariat pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent. Donc aujourd'hui, on en est arrivé au bout du bout. Il n'y a jamais eu de communisme, il n'y a jamais eu de socialisme au sens radical de Marx. Cuba n'a jamais été autre chose qu'une usine concentrationnaire capitaliste d'État. Et on aboutit aujourd'hui à un redémarrage avec un salaire mensuel de 20 € par mois qui montre la réalité du contexte et de la structuration industrielle agricole de ce pays, qui se retrouve finalement à la case départ avec une classe capitaliste locale qui s'est enrichie en surexploitant le prolétariat local. On a donc la parfaite illustration de ce que disait Rosa Luxembourg en 1905 quand elle disait « à bas les luttes de libération nationale ». Les luttes de libération nationale sont une imposture, les luttes de libération nationale sont une exploitation et une aliénation encore plus féroce. Et étant donné que le marché mondial est déjà partagé par l'impérialisme, toute entité locale qui veut développer ce capitalisme local est de toute façon, après une phase de délire possible, condamné à rentrer dans le rang des impérialismes mondiaux dominants. Ce qui fait que Cuba, pendant un certain nombre d'années, a vu une classe capitaliste d'État locale en partenariat avec la classe capitaliste soviétique. Aujourd'hui, le capitalisme soviétique d'État s'est effondré à l'échelle mondiale et on a une classe capitaliste d'État qui est obligée de se libéraliser, qui est obligée de se moderniser et qui va rentrer de plein pied dans le marché mondial des libéralisations financières et industrielles, parce qu'aujourd'hui, on a une micro-industrie locale avec des gens qui ouvrent un petit salon de manicure, un petit garage, un petit restaurant de rue, mais on a une misère noire. On a une misère noire avec effectivement une classe dominante qui, elle, a les moyens, parce que c'est une classe dominante de privilégiés, qui vit avec un marché noir généralisé, avec une faillite qui est là, qui est aux portes du quotidien.
On a donc une obligation absolue de faire rentrer l'économie cubaine dans le giron américain, et c'est toutes les tractations que Obama a eues avec Castro. On a donc non pas la faillite de quelque chose qui aurait pu être grand et qui est devenu tout petit, on a la réalité méthodologique, objective et incontournable d'un mensonge historique qui n'a jamais été autre chose qu'un mensonge historique et dont aujourd'hui les voiles terminaux se dévoilent.